avec la série Kaboul Kitchen de Canal+. Le metteur en scène de 33 ans est un artiste complet qui séduit. 2 spectacles couronnés de 3 Molières. Le porteur d'histoire, pièce chorale à tiroir. Et votre nom à vous? Alexandre Dumas. Et puis le cercle des illusionnistes où il est question de magie, d'horlogerie et de cinéma. Ceux qui veulent savoir, ceux qui savent déjà, et ceux qui rêvent. Autodidacte, Alexis Michalik est un mélange de naturel et de détermination. Un raconteur d'histoire en somme qui vous attend à partir du 15 septembre au Théâtre du Palais Royal à Paris. Voilà, le rendez-vous est donné. Alors Alexis, pourquoi Edmond Rostand? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que c'est une histoire assez passionnante que celle de la première de Cyrano de Bergerac. Bon, d'abord, Cyrano de Bergerac, c'est une de mes pièces préférées. C'est la pièce de préférée de plein de gens, pour ceux qui aiment le théâtre, et le théâtre français. Et c'est la pièce la plus jouée du répertoire. Elle a été jouée des milliers et des milliers de fois depuis sa création. Ce qu'on sait assez peu, c'est dans quelles conditions a été créée cette pièce. Le 27 décembre 1897, à la création, donc à la première, Edmond Rostand, il a 29 ans. Donc c'est un jeune auteur. Et avant ça, il a fait que des bides. Il a fait que des pièces un peu ringardes, en vers, pas vraiment en phase avec son temps. Alors 1897, pour vous dire un peu, c'est un Paris extraordinaire. Haussmann vient de passer par là. On a énormément de salles de théâtre, des très grandes salles de théâtre. On n'a pas encore de cinéma, puisque le cinéma va arriver au cours du siècle d'après. Et donc c'est un peu l'apogée du théâtre parisien. Hein. En 1800, il y avait 3 théâtres seulement à Paris. Et puis tout d'un coup, ça a été l'ouverture au marché, en quelque sorte. Et aujourd'hui, en 1897, il y a des centaines de théâtres partout. Donc c'est le divertissement de masse. Il y a des gens qui vont voir des pièces, des fresques de 8 heures, 12 heures. Tout le monde se déplace. Il y a des théâtres qui sont faits pour avoir des batailles navales avec des vrais bateaux. C'est énorme. Et dans ce contexte, il n'est pas rare d'avoir des super productions théâtrales. Cyrano s'en est une. C'est à la Porte Saint-Martin, qui existe encore aujourd'hui. Et sur scène, il y a pas moins de 100 acteurs. Donc aujourd'hui, c'est impensable d'imaginer qu'il y aurait 100 personnes sur scène. À l'époque, c'était quelque chose qui se faisait puisqu'il n'y avait pas de superproduction cinématographique, donc elles étaient théâtrales. Tout était mis sur le théâtre, c'était le super spectacle. Exactement. Dans ce contexte-là, Edmond Rostand donc crée cette pièce en vers à laquelle personne ne croit. Ça va durer 3 heures et tout le monde se dit ça va être un four, ça ne va pas marcher, c'est pas possible que ça marche. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ringarde? Tout le monde l'attend au tournant à ce moment-là. Lui, il est un peu angoissé. Lui, c'est un jeune ringard. Il n'est pas connu. C'est vraiment un poète un peu has-been, quoi. Alors qu'il est déjà jeune et qu'il perd déjà ses cheveux, il est déjà has-been, quoi. Et puis les gens vont voir cette pièce et pendant la première, ça va devenir un triomphe. Mais c'est-à-dire pendant la représentation, à chaque acte, le triomphe va gonfler, gonfler, gonfler. Et il y a des histoires qui sont des histoires vraies qui circulent sur cette première extraordinaire où pendant 2 actes, Edmond Rostand va être décoré de la Légion d'honneur par un ministre qui était dans la salle ce soir-là. Il va le voir, il va lui dire écoutez, la vraie viendra dans quelques jours. Mais en attendant, je vous décore. Il y avait Sarah Bernard, la grande Sarah Bernard, qui joue au théâtre d'à côté à la Renaissance, qui entend son ami Edmond et le succès qui monte et qui dit je veux voir la fin de la pièce et qui joue sa pièce à elle à toute blinde pour voir le 5e acte d'Edmond. Et à la fin de Cyrano, le rideau est relevé 40 fois et on finit par le laisser ouvert et porter les acteurs en triomphe. Et du jour au lendemain, cet inconnu, Edmond Rostand, devient poète national. Eh ouais, donc une vraie belle histoire. On sent que vous êtes un passionné, vous, hein, parce que déjà la manière dont vous nous en parlez ce soir sur ce plateau, il y a la passion qui parle, mais est-ce qu'il y a aussi eu des difficultés? Parce que maintenant que vous connaissez bien son histoire et que vous aviez envie d'en parler, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour parler justement de Cyrano et de ce triomphe inattendu? Il n'y a pas eu tant de difficultés que ça. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas la suite, c'était pas Rostand après, quand il devient célèbre, etc. Ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qui se passe dans la création d'un spectacle comme ça le mois avant. Comment est-ce que se crée un spectacle en 1897 et comment est-ce qu'un spectacle auquel personne ne croit va finir, évidemment, à la toute fin de la pièce. Et quelque chose qui vous a surpris, justement, quand vous avez cherché Oui, il y a plein de choses qui m'ont surpris, plein de choses que j'ai adoré découvrir. Je me suis renseigné c'est un projet que je porte depuis des années, donc je me suis renseigné longtemps sur qu'est-ce que c'était Paris à l'époque, qui étaient les protagonistes, qui était l'acteur principal. Il se trouve que le créateur du rôle de Cyrano, c'est lui qui a fait confiance à Rostand et qui lui a dit « écrivez-moi cette pièce, allons-y », et qui était aussi le directeur du théâtre, s'appelle Constant Coquelin, qui était une star de l'époque, une sorte de Gérard Depardieu de l'époque, quoi, et qui avait été passé par la Comédie Française. Et la Comédie Française, comme il avait quitté la Comédie Française, il lui avait dit, il avait menacé de l'interdire de jouer dans toute autre salle parisienne.
D'accord. Donc il y avait ça qui menaçait un peu à cette époque-là. Donc c'était un contexte un peu tendu et plein de petites histoires comme ça, entre les liens, entre tous ces personnages, qui ont fait que petit à petit l'histoire, la mienne, s'est tricotée et que Edmond, c'est évidemment pas un biopic, hein, c'est quelque chose de complètement imaginé. Il y a de la comédie, il y a de la romance, il y a de tout. En fait, le plus difficile dans cette affaire, et ce qui a été un peu le pari, c'était de mettre Cyrano de Bergerac dans Edmond. C'est-à-dire, je raconte comment l'inspiration vient à Edmond et comment ce personnage, hein, ce jeune neurasthénique de 29 ans, va passer d'auteur devant la page blanche, qui n'a rien écrit pendant 2 ans, et tout d'un coup, il se met à écrire Cyrano. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a bien dû se passer quelque chose. Donc, moi, je raconte une histoire de muse, de plein de choses. Enfin, il y a de la romance, il y a tout ça. Évidemment, il va y avoir de l'inspiration. Est-ce que vous avez de la pression, là? On en parlait en off tous les deux. Vous avez eu de Molière, vous êtes très attendu, c'est une création. Ouais. C'est vrai, mais moi la pression elle vient quand je suis pas sûr de mon coup. C'est-à-dire que sur la pièce précédente, Le Cercle des illusionnistes, on a commencé à répéter et au premier filage, vraiment le premier jour des répétitions, je me suis dit ça va pas, le texte va pas, je suis pas satisfait de ma pièce. C'est bien, vous avez du recul, vous avez de l'objectivité sur vous, c'est bien. Il en faut, c'est ça, on se disait. Mais et à partir de là, chaque jour, ça a été un travail de réécrire jusqu'à la générale de la pièce, on va dire, juste avant la première, où je me suis dit, bon, ça y est, ça se tient cette fois-ci. Donc la pression, là, je l'ai eue tout au long de la création. Sur Edmond, il se trouve que le texte était un peu plus carré, et donc, dès la première lecture, déjà, j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir cet écrin phénoménal qui est le Théâtre du Palais Royal, que m'a confié Francis Nani et Sébastien Zopardi, voilà, et qui m'ont donné en gros une sorte de carte blanche. Et donc j'ai 12 acteurs formidables qui seraient fastidieux de citer tous, mais qui sont extraordinaires et qui forment un travail de troupe. Et tous ces acteurs, dès la première lecture, je me suis dit, ok, ça y est, la pièce est déjà là. Maintenant, il faut du rythme, maintenant, il faut des beaux décors, il faut des beaux costumes, il va falloir un travail énorme. On bosse beaucoup, mais on y est, on a ce qu'on veut. Edmond, donc, c'est au Théâtre du Palais Royal. On va marquer déjà une petite pause sur ce plateau. On va se quitter un court instant. Vous restez avec moi, évidemment, pour la suite. Avec plaisir. Allez, Le Grand Show revient, à tout de suite. Restez connectés avec vos stars préférées. Suivez l'actu People en temps réel sur le site non-stop-people.com. Allez, nous sommes de retour dans Le Grand Show, deuxième partie. Je suis avec Alexis Michalik ce soir. Ça va, Alexis? Ça va très bien. On est bien sur ce plateau? On est pas mal. Alors, on a parlé en première partie d'Edmond qui démarre au Théâtre du Palais Royal. On va s'intéresser à vous maintenant un peu plus, à votre parcours. C'est le moment de votre bio en chiffres. On va découvrir ça après le jingle. Regardez. Alors Alexis, je vais vous faire travailler un petit peu. Je vais vous montrer un texte à trous. Il va falloir boucher les trous avec des chiffres. Vous allez lire le texte qui s'affiche à l'écran face à vous. Vous l'avez? C'est bon? C'est facile. C'est facile. Que des chiffres. Attention, on y va, on vous écoute. Ok. Alors, il faut que je dise le texte aussi. Donc, tout, Alexis on vous Michalik, écoute. Les gens vont lire en même temps que vous sur leur écran. Né le 13 décembre 1982, ce qui lui fait donc 33 ans, si je compte bien, c'est ça. Bien. À l'âge de, je pense, à mon avis, 6 ans, j'ai dû comprendre que je ferais de la scène. Ouais. Ça a commencé très tôt moi, je faisais du théâtre au collège, lycée. On y reviendra justement sur vos débuts. Allez-y, continuez le texte. On le fait comme une lecture comme au théâtre. J'ai un frère et 0 sœur, mais plein de petites sœurs de cœur. J'ai un bac plus 2 mois ou 3 mois, puisque j'ai initié un DUG de mathématiques et je l'ai arrêté très vite. J'ai joué dans je sais pas combien de pièces de théâtre, moi, 3, 4, 5, je sais pas, ça dépend, y compris les miennes, je sais même pas. 3, 4, 5, 6. Le plus gros cachet que j'ai touché, qu'est-ce que c'est? C'est par jour, vous voulez dire, c'est ça? C'est sur une pièce de théâtre? Oui, ou à la télévision. Sur une pièce de théâtre, c'est pas beaucoup. Hein. En cachet, en tant que comédien, j'ai jamais été très très bien payé. Ça a dû être, je sais pas, 100, 200 euros. Ah oui. Bon, à la télé, 2500 euros peut-être. Ouais, c'était une belle... Un peu mieux. Oui, beaucoup mieux, même beaucoup mieux. Avec Arthur Judio, de qui je suis proche, je me suis engueulé que... Non, on s'engueule pas avec Arthur. C'est 0 fois alors. Avec Arthur, ouais, bien sûr. Ensuite, une autre phrase. C'est même pas fini. Non, c'est pas fini. J'ai pensé plusieurs fois au moment où j'allais rencontrer Sophie Marceau. Combien de fois, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'était un joli moment. Le temps qu'il m'a fallu pour dire je t'aime, c'est très peu de temps. Moi, j'ai dit très vite je t'aime. C'est vrai? Ah ouais, très rapidement. J'étais très romantique adolescent. Après, j'ai pas eu
forcément en retour, mais en Mais tout vous, cas, vous dites. c'était- Et après, sans vous voyez ce qui souci. se passe. Ouais, il n'y a pas de problème. J'ai reçu 2 Molières, et un 3e qui est encore plus important pour ma comédienne Jeanne Arène, qui m'a fait encore plus plaisir. Sur mon téléphone, je note eh bien, infiniment plus de choses que dans un Mais carnet. il paraît puisque- qu'en répétition, Ouais. vous notez beaucoup sur votre portable. Je note C'est que votre sur mon accessoire. ouais, c'est ça, ouais. J'ai l'application Note, elle passe. Mais c'est quand même très pratique, quoi. Et même, j'ai une écriture vraiment très pourrie, hein, à C'est la vrai main. Vraiment, on Donc, dirait vaut un mieux enfant de tomber, 7 au moins ans. vous envoyez les fichiers par téléphone, Ah, c'est mais plus simple pour tout le monde. je n'écris que sur l'ordinateur, c'est pas possible sinon. Avec les femmes, je peux dire aujourd'hui que j'ai eu quelques conquêtes. Quelques, on n'aura pas de rentrer dans les chiffres. détails. Pour moi, l'âge de la retraite, ce sera l'âge de la mort, je pense. Hein. D'accord, donc Mourir jusqu'au sur bout. scène, comme Dalida. Ouais. Dans cette bio express, je vous ai menti 3 fois. À vous alors de retrouver à je quel veux savoir, endroit. sur les femmes. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je n'ai absolument pas menti. Bon, alors on revient justement à vos débuts, vous m'en parliez. Qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre comme métier? Ça a été envisagé à un moment donné Bien ou sûr. l'amour de la scène, 6 ans, c'est extrêmement tôt. Donc, Ouais, mais après, il y avait d'autres trucs en tête. Je me disais que j'allais peut-être être vétérinaire. Puis après, mon père m'a dit, mais tu sais, ça, principalement t'occuper des vieilles dames et de leurs caniches. J'ai dit, ouais, c'est vrai, c'est pas très C'est moins glamour. Je me suis dit, ouais, peut-être je serais savant. Ah oui, donc déjà dans la pensée. Donc des maths, dans- non, mais des trucs, des mathématiques, machin. À un moment, je me suis dit, bon, je vais faire maths sup, maths spé, polytechnique, tout ça. Tranquille, hein. J'ai toujours eu des pas de ambitions pré- très mesurées. ouais, hein. ouais. Et puis non, puis à un moment... En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours voulu être comédien, et que j'ai toujours écrit, mais je n'ai jamais pensé que ce que j'écrivais allait prendre une part plus importante dans ma vie que de jouer. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est le jour où le porteur d'histoire est sorti et que ça a commencé à marcher et que je me suis dit, en fait, les gens sont plus intéressés par ce que je raconte que ce que je joue. Je m'y attendais pas du tout, quoi. Et ça vous a fait plaisir ou à Bien l'inverse? sûr. Ouais. Oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Déjà d'être considéré, tout simplement, ça fait plaisir d'une manière générale. Et ensuite, ça m'a fait plaisir. Mais je me suis dit, bon, bah, on va voir la deuxième s'ils sont toujours intéressés par ce que j'ai à Ça dire. suit, le succès se suit. De Molière, on l'a vu Voilà. dans la bio en chiffres. Vous êtes extrêmement jeune. Comment est-ce qu'on fait pour garder... Non, mais c'est vrai. Oui, Vous oui, êtes présenté comme un metteur en scène ultra talentueux, comme un auteur, un comédien. Comment est-ce qu'on fait pour garder la tête froide dans un milieu je pense que si le travail, jalousé? non, mais ça c'est pas vrai. Ça, je pense que c'est le travail. Bon, déjà, moi, j'ai l'esprit de troupe. Enfin, j'aime quand on est nombreux, j'aime quand ça avance, j'aime quand il y a une équipe. J'aime pas être seul. Hein, j'aime bien avoir du monde autour. Et quand on a l'esprit de troupe, il faut cultiver avant tout une certaine humilité. Hein. C'est les qualités que je préfère chez un acteur. Hein. C'est un acteur qui est brillant et qui reste humble. J'adore cette espèce de côté un peu slave, de stakhanoviste de travail et toujours. Mais toujours Mais très vous ne vous humble sentez sur pas son- envié, il n'y a pas de rivalité. On sait que c'est des métiers qui ne sont pas faciles quand même. De toute façon, à partir du moment où il y a le moindre succès, il y a forcément des jalousies et des rivalités. Après, c'est est-ce qu'on perd son temps à écouter ou est-ce qu'on continue à avancer et à faire son travail et voilà, quoi. D'ailleurs, quand vous avez tourné avec Sophie Marceau, on en parlait là aussi de jalousie. Il y a dû y en avoir beaucoup. Alors, bien sûr, comment bien ça sûr. s'est passé avec Sophie Marceau? C'était assez court, hein, puisque j'ai eu que quelques jours sur ce Vous film. étiez son qui était très assistant, chouette. donc dans l'âge de raison. Absolument, dans l'âge de raison. Et elle était charmante et aussi gentille qu'adorable. Vous étiez un peu intimidé ou pas, franchement? J'étais un peu intimidé, oui, et en même temps, elle était tellement pas intimidante dans la vie, elle était tellement simple qu'au final, c'était vraiment une partie de plaisir. Et même après, elle est venue me voir au théâtre, donc c'était vraiment très Génial, sympa. vous avez ouais. pu échanger un petit Sans peu. rien dire, Non elle est venue dans la salle quand je jouais la mégère à peu près apprivoisée, et que les acteurs ont commencé à dire, il y a Sophie Marceau dans la salle avec Christophe Lambert à l'époque. Ouais. Donc j'ai dit, bah incroyable quoi. Donc voilà, elle est venue, je sais pas si elle a aimé. Ah, c'était sympa. faudra lui redemander peut-être sur un prochain Exactement. tournage ou quoi. Donc là, c'était du cinéma. Vous aimez bien la télévision par rapport au cinéma, j'ai lu. Ouais, Pourquoi? j'adore. Ouais. Mais J'adore le la cinéma un peu moins. Vous Non, parlez non, c'est d'ego, pas vous ça. dites qu'en cinéma, il y a plus d'ego qu'en télévision et que du Oui, coup, vous êtes bah. plus à l'aise sur un plateau télé qu'au cinéma. Ouais, il y a plusieurs choses. Après, non, le cinéma c'est génial, il n'y a pas de souci, mais j'adore la télé pour plein de raisons. D'abord parce que, bon, de la télé de qualité, hein, il y a de la télé très mauvaise comme partout, mais il y a des films très mauvais aussi. J'adore la télé parce que d'abord ça va vite. Donc on joue, on a un certain nombre de prises et puis on passe à la suite. Donc ça j'aime beaucoup parce que le cinéma on attend beaucoup quand même. Et puis j'adore la télé parce que c'est un format narratif extraordinaire aujourd'hui. Parce que moi, toute ma génération, on a grandi avec, enfin je sais pas, on doit être la même génération, on a grandi avec 24 heures chrono, Et avec oui, des bien séries, sûr. avec Lost, avec Friends quand on était plus jeune. Mais il y a des choses comme ça où c'était plus fort que des films pour moi. Où tout d'un coup il y a eu un moment où je me suis dit le pouvoir d'une série
série, narrativement, ça devient plus fort que le cinéma. Et moi, j'adore les auteurs à la Dumas, les romanciers, les grands auteurs populaires. Et la série, c'est ça, c'est la continuité du feuilleton. C'est quelque chose qui nous accroche et on a envie de savoir la suite, savoir la suite, savoir la suite. C'est comme ça qu'effectivement, on tient en haleine les téléspectateurs. Exactement. Vous êtes dans Kaboul Kitchen et on en reparlera évidemment dans cette émission. On va maintenant s'intéresser aux réseaux sociaux, Alexis. Est-ce que vous êtes un petit peu sur Facebook, Twitter? Ça y est, vous riez. Déjà, je suis en train de vous perdre parce que vous... Je vois très bien où ça va. Non, ouais. Je suis complètement sur Facebook. Disons que je gère complètement ma promo, tout ça, même mes castings, tout ça sur Facebook. C'est vous tout? C'est moi tout, ouais. Je me suis mis, je sais pas combien d'heures je passe à faire ça. Ouais, bon, après, j'ai une on va équipe, regarder ça, alors ce qu'on a trouvé. C'est maintenant. Alors, vous pouvez commenter, Alexis. Ah oui, bien sûr, je commande. Donc là, c'est notre training. Alors en fait, une fois en répétition, on a fait un training. Vous voyez, bon là, c'était une référence. Ça, c'est sur Facebook, ouais. Oui, je pense que c'est une référence au régional et au score du Front National que j'espérais ne passe pas. D'accord. Et là, c'est mon meilleur ami, Benjamin Belcourt, qui se marie. Et j'étais témoin. Et ça, c'est mon mode de locomotion préféré. D'accord, le Vélib. Ok, 3 secondes à vélo. avant de me casser la gueule, comme je dis sur le... D'accord, dans Paris, vous faites vos courses à vélo. Évidemment, le Vélib, c'est génial. Bon, là, tout simplement, les Molières, ça, c'est même pas moi qui ai partagé. Mais c'est très sympa quand même. C'est toujours un moment très agréable. Voilà, ça, c'était le jour des femmes. Ça, c'est le... Merci. Ouais, merci, Alexis. Bah non, mais c'est vrai, je trouve ça absolument ironique, quoi. Oui. Bon, voilà, on a là, fait une petite compilation. Ouais, moi, j'ai beaucoup de mal à tweeter. J'ai vraiment beaucoup de mal à tweeter. Bah, c'est sympa, mais vous bon, mettez quand même de des temps en temps, choses. j'essaye. Ouais, mais une fois tous les 6 mois, quoi. Mais je trouve ça assez admirable d'être brillant sur le tweet. Ouais, en même temps, il y a 140 caractères, donc il faut y aller. C'est sûr que sur Twitter. Masterclass que je donne. Je fais souvent ça, je fais des petites masterclass dans les écoles de théâtre. J'y vais, je parle un peu de la vie, du métier, tout donc ça. c'est-à-dire, vous aimez bien le contact avec les jeunes, vous avez envie de pousser des jeunes, c'est ça? Ouais, enfin, pousser des jeunes, en tout cas, j'ai envie de à la fois leur donner des clés et à la fois les prévenir aussi de la réalité du métier et tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je les pousse souvent à ne pas rester à attendre, quoi. Ouais, bien sûr, à y aller, à provoquer les choses. S'ils n'attendaient pas que quelque chose se passe, quoi. Allez-y, créez des spectacles. Et vous êtes beaucoup sollicité ou pas pour des conseils? Vous recevez beaucoup de courriers Ouais, pas mal. Je reçois pas mal de gens qui m'envoient soit leur CV ou quoi que ce soit, ou qui, bon, voilà, de temps en temps je leur réponds, de temps en temps c'est au milieu d'une phase de création. Ouais. Et puis, vous prenez le temps quand même. Ouais, il m'arrive même bon de temps en temps, faut pas que je dise ça trop, mais il m'arrive de temps en temps d'aller boire des cafés, de dire, enfin, quand on me dit, bon voilà, est-ce que vous avez le temps? Si c'est une période où j'ai vraiment le temps. En fait, je réponds souvent quand c'est une demande très précise. Quand c'est quelqu'un qui me dit, voilà, je cherche à monter une mise en scène, j'ai beaucoup aimé le porteur, je voudrais savoir exactement comment vous avez fait avec ceci, avec cela, ou à Avignon, comment ça se passe. Voilà, un truc très précis. Là, effectivement, je peux répondre particulièrement. Vous y allez, bien sûr. Quand c'est juste un truc de bonjour, j'aimerais travailler avec vous. Oui, non, c'est un peu trop léger. Vous dites, je peux pas répondre à tout le monde. Il y en a trop, bien sûr. En tout cas, moi, je rappelle le hashtag. Évidemment, vous n'hésitez pas. NSPGS pour toutes vos questions. Les réseaux sociaux, c'est aussi l'occasion de découvrir des portraits. Vous aimez bien les histoires, justement, Alexis. Nous, dans cette émission, on fait découvrir un destin un peu extraordinaire où on met l'accent sur un jour particulier. C'est le héros du quotidien. On va voir le jingle et je vous explique ça juste après. C'est un magnéto qu'on va prendre. Alors ce soir, on va s'intéresser à Jean-Pierre Aubin. Il est directeur exécutif de BGC Partners. Est-ce que vous connaissez cette entreprise? C'est américain. Et je vais le découvrir. Vous allez découvrir ça. Le 12 septembre se tenait la 12e édition donc, du BGC Charity Day. Gros plan donc sur cette journée. C'est un hommage aux 658 collaborateurs de la firme BGC Partners qui ont perdu la vie lors des attentats du World Trade Center en 2001 à New York. Une journée donc de charité pour ne pas oublier et aussi pour récolter des dons. Gros plan maintenant, regardez. Le 11 septembre 2001, les 2 tours du World Trade Center à New York sont percutés par 2 avions de ligne détournés. Parmi les victimes, 658 membres de l'entreprise BGC Partners. Bouleversée par le drame, la firme décide de créer le Charity Day partout dans le monde. Après quelques années où la société était exsangue et nous sommes occupés des familles des décédés, nos collaborateurs décédés, la sécurité sociale, l'école des enfants, etc. En 2005, nous avons décidé, en hommage, de donner l'ensemble du chiffre d'affaires de cette journée, je dis bien du chiffre d'affaires, à des associations à travers le monde, avec, je dirais, centré sur l'enfance et la place de la femme dans le monde.
L'objectif est donc simple, récolter un maximum de fonds, reversés aux 6 associations choisies pour l'occasion. Des associations qui viennent en aide aux enfants. L'enfance est clé, hein, et on a tous des enfants ou des proches qui ont des enfants, et c'est essentiel. Et pour réunir cet argent, l'événement fait appel à des personnalités du monde médiatique. On a besoin de créer un buzz. En fait, c'est la réunion, ce Charity Day, de plein d'ondes très positives. Encore faut-il qu'elles soient réunies. Ces VIP qui viennent gracieusement et qui créent le buzz, parce que d'ailleurs, vous êtes là aujourd'hui, d'autres médias vont nous couvrir, et c'est clé. Parce que sinon, on n'arrive pas à créer cette journée qui marche formidablement bien. C'est une journée où une grande société ouvre ses portes pour venir en aide à des associations, ce qui est déjà formidable. Et si en plus quelques célébrités peuvent donner un peu de leur temps pour justement aider à mettre en œuvre des choses, il faut le faire. C'est magnifique ce qu'ils font toute la journée. On va donner tout ça à des associations. Je trouve ça exceptionnel. Et les gens sont à fond. Vraiment, ils sont à fond. Depuis sa création, le Charity Day a récolté pas moins de 115 millions d'euros dans le monde. Pour cette 12e édition, Jean-Pierre Aubin l'assure, cette journée qui se déroulera le 12 septembre sera un réel challenge puisqu'elle aura lieu un lundi, historiquement une mauvaise journée sur les marchés financiers. Présentation de cette journée. Vous pourriez, vous, Alexis, participer comme ça à un événement, une journée caritative? Bien sûr, évidemment, ouais. Bien sûr. Pour l'instant, je pense que je ne suis pas du tout assez connu pour faire une différence, mais évidemment, bien sûr. C'est important d'être engagé, vous pensez? C'est important si on en a le pouvoir et si ça change quelque chose, bien sûr. Après, c'est important de s'engager aussi ça dépend pourquoi on s'engage. Oui, pour des associations, quand on a du temps, quand on est un artiste, on sait qu'on a une voix qui porte, on peut faire passer des messages. C'est génial. Donc vous n'avez pas encore trouvé, vous, la cause pour laquelle vous aimeriez vous engager, mais vous y réfléchissez, quoi. J'ai plein de causes sur lesquelles je pourrais m'engager, mais ma voix, pour l'instant, n'a pas particulièrement plus de poids que la voix de quelqu'un qui va voter. Vous l'avez déjà proposé ou pas? Est-ce que vous êtes déjà... Non. Après, voilà, moi, à l'époque du mariage pour tous, évidemment, j'avais un peu circulé aussi des trucs. J'ai écrit des chansons pour un ami qui a fait un album qui s'appelle Les Funambules, qui est une sorte de célébration de l'amour sous toutes ses formes, donc homosexuel et lesbien, etc. Et du coup, j'avais écrit quelques chansons pour lui, dont une que Amanda Lear a chanté. Ouais, plein de trucs comme ça. Donc, moi, si je peux faire part de mes compétences et aider à une bonne cause, pourquoi pas. Après, vous ferez comme tous ces VIP qu'on a vus dans le sujet. Pour ne pas qu'on oublie évidemment le 11 septembre 2001. Vous vous souvenez, vous étiez ce jour-là? Je me souviens très bien. J'ai babysité des enfants. C'est vrai? C'était en septembre 2001, c'est ça? Donc, quel souvenir? Qu'est-ce qui se passe comment est-ce que vous apprenez la nouvelle et qu'est-ce qui se passe dans votre tête? J'allais chercher à l'école et puis ça a commencé à discuter un peu de tout ça. J'étais bon, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et puis je commençais en fait juste après, le mois d'après, je commençais ma première pièce en tant qu'acteur professionnel. C'était Roméo et Juliette, mise en scène par Irina Brooke. Ouais. Et on se disait, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce qu'il va pas y avoir une guerre? Est-ce que le monde va pas basculer dans... Bon, finalement, ils sont partis en Irak et puis en Afghanistan, puis tout ça. Enfin, en Afghanistan et en Irak. Et ça vous a choqué, quoi. Comme tout le monde. C'était vous avez dit, on bascule dans quelque chose, voilà. Ouais, d'ailleurs, symboliquement, c'est pas que pour ça, mais le porteur d'histoire, la pièce se passe en mai 2001. Parce que je voulais que ça se passe avant. Le 11 septembre. Avant le 11 septembre, à New York. D'accord. Ouais, voilà, que ça ne soit pas rentré dans cette dimension-là, dans cette espèce d'air de pseudo-guerre du terrorisme. Et aujourd'hui, ça vous fait peur ou pas, la situation dans laquelle on se trouve? Parce que vous qui êtes un artiste, vous pouvez être engagé, vous montez sur scène, il y a des... Ouais. Quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de ces événements? Je ne suis pas dans un état d'esprit où j'ai très peur. Enfin, évidemment que ça me bouleverse quand ça arrive. Évidemment, les attentats le 13 novembre. Au Bataclan, quand on est un artiste, c'est... Oui, c'est terrible. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est quelque chose... Enfin, quand on est, comme moi, passionné d'histoire et plongé vers l'histoire, c'est pas quelque chose de nouveau, en fait. Voilà, les attentats, le terrorisme, la guerre, la terreur, c'est quelque chose de récurrent. Et il y a 20 ans, 30 ans, on avait les mêmes attentats, mais c'était pas à l'époque ni Daesh, ni Al-Qaïda. À l'époque, c'était Carlos, c'était l'extrême gauche. Donc, quelque part, vous êtes finalement assez préparé à ça, vous, dans la vie, de vous dire que chaque époque a ses attentats et qu'on doit apprendre à vivre avec aujourd'hui. Évidemment qu'il y a plein de gens qui doivent prendre les responsabilités et puis essayer d'éviter au maximum que ça arrive, la sécurité, ceci, cela, la politique. Après, où ça commence, d'où ça puise ses sources, c'est une autre histoire. Mais je pense qu'en tant que juste simple kidam vivant
vivant aujourd'hui à Paris ou en France, l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de ça, c'est la même attitude que quand on prend un avion, quoi. Il se peut qu'il y ait un accident, mais... Assez fataliste, quoi. Non, mais philosophe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout contrôler, en fait. Demain, je peux me faire écraser par une voiture. Bon, évidemment, il vaut mieux regarder un peu à droite à gauche avant de traverser, mais de la même manière que s'il y a un attentat terroriste, vraiment, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Bien sûr, c'est le propre du mot attentat. De toute façon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Mais en tant qu'artiste, on peut choisir de monter sur scène. En tant que metteur en scène, on peut choisir d'annuler une pièce. Est-ce que c'est des décisions que vous pourriez prendre? C'est une décision que j'ai prise au lendemain du 13 novembre, quand j'avais 2 pièces programmées à Paris ce soir-là. Et puis le lendemain, j'ai dit non, mais on joue, on va jouer, quoi. Tout le monde était unanime avec cette... Tout le monde était d'accord autour de vous? Non, tout le monde n'était pas d'accord, mais... Vous avez réussi à... On a joué. Ouais. On a joué, on a discuté, et puis on a joué, et puis voilà. Puis vous étiez fier? Ouais, j'étais fier, mais oui, d'une certaine manière, mais c'est comme ça, on ne peut pas arrêter de jouer. Bien sûr, pour ne pas oublier et vivre, continuer, quoi. Bien sûr, à monter sur scène. C'est déjà la fin de cette deuxième partie, Alexis, on va encore se quitter un court instant. Mais après, promis, on se retrouve, et après, c'est la dernière partie de cette émission, il y a encore beaucoup de surprises. Déjà la dernière. On a écouté, par exemple, votre boîte vocale. Vous écoutez souvent votre répondeur ou pas? J'écoute pas souvent mon propre répondeur. Ça tombe bien, parce que vous allez avoir des messages. À tout de suite. Ça pique un max avec les nouveaux Very Bad Kids extrêmes, extrêmement acides, puis doux. Bon, je crois qu'on a tous compris qu'il n'y a que du fruit dans Joker. Tu vas pas vérifier tous les matins? Pour bien réveiller le goût, le pur jus de Joker, c'est du fruit et rien que du fruit. Joker réveille le goût. Pour nos 80 ans, collectionnez nos objets anniversaires sur joker.fr. Princesse, je vais te délivrer. Princesse, je vais te délivrer. C'est bon, Prince, je me débrouille. Prince, un délicieux biscuit au bon goût chocolat et plein de céréales. Prince, le héros du goûter. Restez connectés avec vos stars préférées. Suivez l'actu People en temps réel sur le site non-stop-people.com. Allez, de retour dans le Grand Show, troisième et dernière partie, donc avec Alexis Michalik. Ça va toujours, Alexis? Ça va pas mal. On est bien sur ce plateau? On est super bien. Bon, c'est maintenant un petit peu le moment de rentrer dans votre intimité. On va voir ce qu'on a trouvé sur votre boîte vocale. J'en parlais avant cette petite pause. Vous m'avez dit, je l'écoute pas souvent. Hein? Oh là, il a peur. Bon, on envoie le jingle, on va voir. Alors, tendez bien l'oreille, soyez bien attentifs. Nous sommes donc sur votre boîte vocale. Vous avez des messages? Oui, Alexis, c'était Benjamin Belcourt, ton producteur. Écoute, je suis absolument ravi qu'on fasse ce moment ensemble. Pour ton prochain spectacle, on a bien réfléchi avec Camille, ce qui serait plutôt pas mal, plutôt qu'une pièce à 11 personnages avec des costumes d'époque, des décors, dans un grand théâtre. On avait plus pensé que tu pouvais faire peut-être un seul en scène avec une seule personne, peut-être sans costume et sans décor. Artistiquement, on trouve ça assez intéressant. Et voilà, donc écoute, réfléchis bien à tout ça. Et en tout cas, on est très fiers, encore une fois, de te suivre dans cette aventure, qui n'est pas peu chère, mais qui nous rend quand même très heureux. On t'embrasse fort. Ouais, c'est un peu notre super David production. Oreg, je suis le premier assistant réalisateur d'Alexis sur ces 3 courts-métrages, Au sol, Pim Poum le petit panda et Friday Night. Avec Alexis, c'est souvent une affaire de détails, et le détail qui a déclenché cette belle histoire d'amitié et cette belle collaboration, c'est la découverte de notre passion commune pour le même épisode de la même saison 2 de 24 heures chrono, c'est-à-dire l'épisode 12, l'épisode 17, l'explosion nucléaire retentissait dans le désert américain, sous les yeux du président, assis à bord de l'Air Force One. Un moment extraordinaire, l'explosion atomique, quoi. Allô Alex, c'était Olivier d'Auto-Olivier téléphone. Voilà, mon meilleur pote. La première d'Admin se rapproche, donc je voulais simplement te dire un gros merde, comme on dit. Et je voulais savoir aussi si tu comptais faire monter un spectateur sur scène avec ce chien, comme Dan a pu le faire à l'époque. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, mais j'ai un gros bidou et à bientôt. Oui, allô Alexis, c'est Régis. Salut Ouais, Alex. mon meilleur ami aussi. Je suis avec Régis. Ok, on
on est sur les cours de l'Adoumeg, les cours de tennis. Et effectivement, Paul vient me gagner peut-être un. Bah, je me suis dit que c'était bien de donner le moral un peu à tes comédiens pour la première des mondes. Je me suis dit que tu allais me mettre en forme, Régis, de prendre une bonne petite branlée dans ta gueule. Voilà. Donc, moi, j'ai un peu levé le pied, hein, j'avoue. Hein, je voulais pas jouer à fond pour être en forme pour la première. Voilà, il voulait pas jouer à fond. Il fait actuellement 32 degrés. On est sous le cagnard depuis 2h30. Mais je te renvoie en forme, hein, vraiment. Faites en sorte, c'est rien du tout. Il est content. Bon, bisous, hein. Après, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, l'important, spectacle, chose bonne, hein, Joe. Ouais, c'est l'arme, et la première, c'est le 15. Bisous. Tellement de blagues privées. Bisous. Oh, ils sont choux. Bon, racontez-nous, alors il y a eu donc c'est tellement les potes, de blagues privées. Alors déjà, il y a mon producteur Benjamin Belcourt, donc on a vu tout à l'heure en photo se marier, qui me raconte qu'effectivement, voilà, ce serait bien de faire un petit peu moins mégalo pour le prochain spectacle, puisque effectivement, Edmond, 12 personnes, énormément de décors. C'est ça, grosse production, votre super production à vous, quoi. Voilà, c'est ma super production. Mais après, je vais revenir à des choses plus modestes, parce que j'ai aussi envie, j'aime bien la création quand il y a rien et que c'est très épuré et que c'est simple. One Man Show, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est sûr. D'accord. Et puis après, on a eu David Oureg, voilà, qui faisait référence à notre épisode culte de 24 heures chrono. Voilà, vous êtes un passionné. Ah, passionné, c'est mon premier assistant. Voilà, on n'attend qu'une chose, c'est de faire un long métrage ensemble, parce que c'est quand même assez génial. Et puis ensuite, j'ai eu mes meilleurs amis, tout simplement. Donc ça, c'est les potes. C'est les potes. C'est votre bande, vous êtes... Ouais, c'est des potes et c'est aussi des gens qui bossent. Olivier de Tedo-Evie, il a une actu, il est dans À droite à gauche, la dernière pièce de Laurent Ruquier avec Francis Huster et Régis Laspalès à partir de jeudi, 15 septembre. Pareil, super comédien, on était au lycée ensemble. D'accord, j'allais vous demander depuis quand vous êtes potes, cette bande-là. Lycée, et puis on a fait aussi tous nos premiers spectacles à Avignon, La Mégère à peu près apprivoisée, il était déjà dedans, etc. Régis Vallée aussi. Régis Vallée, par contre, c'est un peu ma muse, hein, puisqu'il est dans tous mes spectacles, et il est dans Edmond, donc il commence très bientôt. C'est pour ça que là, il se chauffait au tennis, c'est pour ça qu'on entendait là qu'il se mettait... Et avec mon autre meilleur ami, Paul, donc voilà, c'est ma bande, Paul, dont je suis le père du fils, Oscar, voilà, donc mon jeune filleul. Et voilà, et qui est aussi lui-même comédien, auteur, réalisateur. D'accord, et donc vous avez des potes qui sont dans le milieu, vous en avez d'autres qui n'ont rien à voir? J'en ai évidemment qui n'ont rien à voir, mais disons que j'ai une sorte de garde rapprochée où c'est vraiment des amis, des auteurs, des metteurs en scène, des créateurs, des producteurs, des gens qui font plein de choses, parce que je m'entends bien avec les gens qui n'attendent pas et qui créent et qui vont au boulot et qui turbinent et qui veulent être comédiens, mais qui vont faire aussi d'autres choses, qui vont pas attendre que rien ne se passe, quoi. Et ces gens-là, en général, il y a un profil commun. C'est des gens qui viennent de classe moyenne et puis qui ont eu ce truc de non, allez, je vais pas rester assis, je vais y aller, quoi. Je vais y aller, et puis voilà. Donc c'est des gens désintéressés, généreux, et qui... vous arrivez à sentir tout de suite quand vous rencontrez des personnes comme ça dans votre entourage, qui peuvent devenir des vrais potes, c'est-à-dire qui ont cette même philosophie de vie? Ça vous est jamais arrivé en amitié, je sais pas, d'être déçu, d'être... Bien sûr que si, comme en amour, comme partout, mais effectivement, oui, il y a un profil commun à mes vrais amis, aux gens de on qui sent je suis en très, tout cas très proche, beaucoup de chaleur, beaucoup de messages, ils s'entraînent sur les cours de tennis. C'est bien, et peut-être Private Joke aussi, vous jouez au tennis, non? Énormément Private Joke. Oui, un petit peu, mais eux deux jouent beaucoup au tennis. Ils ont l'air d'être des malades de tennis, effectivement. On joue énormément au ping-pong. Et pas de mauvais perdants. Au ping-pong, on est très ping-pong. C'est des jeux de balles, ok. Voilà pour votre boîte vocale, en tout cas, ça nous faisait plaisir de vous faire écouter ces messages. On va continuer avec des anecdotes maintenant. C'est le moment de notre interview à thème, je vous explique ça. D'accord. Alors, nos anecdotes à thème, 6 chiffres, donc vous allez avoir un tableau, il faut choisir 3 chiffres, derrière un chiffre il y a un point d'interrogation, c'est notre question mystère, vous allez découvrir ça. On y va donc pour le premier chiffre que vous pouvez choisir, allez-y. Vous choisissez, le 3, on y va. Que se cache-t-il derrière le 3? Série télé. Alors, ça tombe bien, puisqu'on a parlé de cet univers, on va pas parler de 24 heures chrono forcément, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez beaucoup d'amis sur les plateaux de tournage de télé? Ouais, j'en ai pas mal, ouais, bien sûr. Ouais. Bon, évidemment sur Kabul Kitchen, et évidemment sur Versailles un petit peu aussi, puisque j'ai fait 2 saisons de cette série Canal+. Kabul Kitchen, vous m'en avez parlé, vous avez quelqu'un à l'esprit là tout de suite comme ça, si je vous dis... Sur Kabul Kitchen, sur Kabul Kitchen. J'en ai 15 000 des amis. Une femme. Stéphanie Pasterkamp Non. On est chez les acteurs, on est... Ouh là là, mais il y en a plein, il y a Karina Testa avec qui on joue beaucoup. Est-ce qu'on aurait un petit message à vous montrer par exemple? On regarde? Allons-y. Salut Alexis.
Alexis, toi qui aimes tant les jeux, J'allais je dire. te propose de jouer au mime avec moi, donc de deviner mon mime et de raconter, donc de dire aux téléspectateurs qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Donc alors là, là, faut nous aider. ouais, hein, effectivement. Donc là, Alexis. il y a un petit private jokes. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont elle me voit en train de danser. Voilà. Ah, donc vous êtes un bon danseur. Je suis un danseur amateur, absolument. J'adore danser. Et voilà. Et ça, c'est un peu quand je fais le con et que je fais semblant de danser. Et donc, c'est pour elle, ça, c'est ma façon de danser. Bon. Tout dans le bassin. donc D'accord, tout dans le, voilà, ça tout dans donne le- des idées. En tout cas, c'était un petit clin d'œil de Karima. On y va avec un autre chiffre. Karina, parce qu'on se trompe sur son prénom tout le temps. Et c'est un jeu entre nous deux, juste avant de dire, parce que c'est quand même très très drôle ce que vous venez de dire. Karina Elle Testa. m'envoie à chaque fois les captures d'écran C'est vrai, de des ceux gens qui mettent se Karim. plantent. Mais c'est très très drôle. Et ben voilà, vous pourrez lui Farida, envoyer Karimla. sur cette émission. Regardez un autre chiffre, on y va. Allez-y, vous avez choisi je vais aller le 3. 1. Le 1, allez, on découvre ce qui se cache derrière le 1. Tadam, naissance. Ah, c'est vaste, hein, c'est vrai, tout de suite. Anecdote sur la naissance. Ouais. Il n'y a rien Qu'est-ce de que ça peut spécial être autour de votre naissance. De ma naissance, Il n'y a pas quelque chose de particulier vous Il y a concernant juste une chose, mais alors ça c'est très personnel, c'est que j'ai rencontré un de mes amis d'enfance qui est né le même jour que moi dans la même maternité. Il s'appellerait pas Arnaud, Il s'appelle par tout hasard à fait Arnaud, absolument. Regardez. Il est prof de maths au Mexique. Salut Alex. Bon, j'espère que tu vas bien. Je suis désolé, j'aurais aimé te faire une petite production mexicaine avec des mariachis, de la bière, du mezcal. Mais j'ai pas eu trop le temps, donc je t'appelle depuis le terrain vague, avec derrière moi l'aéroport de Guanajuato, où je vais passer une petite semaine. Je suis pas sûr que quand tu étais venu me voir, t'avais Vu eu l'aéroport. le droit à ce petit Non. périple sympathique de traverser le terrain vague pour traverser l'autoroute pour aller prendre le bus. C'est ce que font les radins quand ils n'ont pas envie de payer le taxi depuis l'aéroport, dont moi. Bah écoute, je t'embrasse très fort. J'espère que tu vas très bien. Je veux te dire un gros merde pour ta pièce et puis pour tous tes projets. J'espère que tout avance bien. Ça va, ça Et plein de bisous, et puis tu as attendu de pied ferme Le 1er en avril pour mon mariage. Gros bisous. Exactement, voilà, parce qu'il se marie Arnaud, le 1er donc, avril voilà. 2017 avec une Mexicaine, et donc j'ai hâte d'y être. Je vais donc Donc aller vous faire un petit tour au irez à Mexico. son mariage, absolument. Évidemment. Donc il faut nous raconter un peu ça, vous l'avez dit très rapidement, c'est mais enfin vrai. quelqu'un. Donc Arnaud, en l'occurrence, Voilà. est né le même jour, à la Ouais. même heure que vous. Exactement, et nos parents se sont rencontrés à la maternité, sont toujours potes. C'est ça, le lien, en fait. Sa mère habite à 30 mètres de chez moi, aujourd'hui encore. On est donc comme cul et chemise, les deux familles, et donc son petit frère a le même âge que mon petit frère. Ah mais c'est Donc on dingue, est non? très proches, absolument. Et on Mais a tous qu'est-ce les qu'on se deux, dit? On se dit, on a un karma, c'est pas possible. Non, mais c'est normal, c'est parce qu'ils se sont rencontrés à la maternité, quoi. On se connaissait pas avant, évidemment, donc voilà. Mais on a fêté tous nos anniversaires ensemble depuis. C'est quand même chouette. génial. Bah ouais, ça nous faisait plaisir de vous retrouver ça c'est et drôle, c'est vraiment et qu'il drôle. puisse vous adresser un petit message. On y va pour le dernier chiffre, Allez, on va allez-y. partir sur le numéro 6, s'il vous plaît. Le numéro 6, attention, que se cache-t-il derrière le numéro C'est la question mystère. Ah, la question mystère. Ah, la question mystère. Moi, j'adore la question mystère Bah ouais. parce qu'il y a quelque chose de particulier. En fait, je vais être obligée de vous demander de vous bander. De me bander les yeux. Oh, nom de Dieu. Allez-y, Alexis, Oh vous ne là trichez là pas, là évidemment. là. Hein. C'est Ah comme non, une bien scène de sûr. théâtre, vous voyez. Ah oh là là, incroyable. Alors, vous ne voyez rien, je là, vois vous me plus rien du promettez. tout. Ah bah là, je non, vous vois voyez plus rien. rien. Bon, vous inquiétez pas, il va y avoir un peu de bruit autour de vous sur Ah ce ouais, plateau mais dans faut quelques pas que instants. C'est un membre de notre équipe qui va vous amener S'installe. un objet sur ce plateau. Oh non, Donc, mon Dieu. faut pas vous affoler. Tout ça, Oh, tout mon est Dieu. normal. Mais n'ayez pas peur. Vous n'avez pas peur, Alexis. Tout Non, va bien. non, Vous êtes en confiance sur ce Je plateau. suis très en confiance. Bon, alors moi, je vais vous poser une petite question, Ouais, puisqu'évidemment, très bien. c'est une question Bah, mystère. je vous écoute. Voilà, le membre de notre équipe en qui se train de nomme se- Xavier, qu'on voit à l'antenne en Merci, même temps, Xavier. repart Salut, dans la Xav. régie. Je vais vous demander de deviner quelqu'un. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? C'est la question mystère. Écoutez bien. Je suis une femme. Je vous connais très bien. Oh là là. On se voit souvent Ouais. en ce moment. Ouais. Vous avez une idée ou pas? Parce que Ah bah, c'est vrai que c'est très vaste. Hein, mais en même temps, ouais. j'ai envie que vous cherchiez un petit peu parce que sinon, c'est pas drôle. Il va falloir Si on continuer vous- à m'aider un peu là. Ah parce bah non, que- allez-y, dites des propositions. Bah, ça peut être une comédienne avec qui je travaille, ça Mhm. peut être mon assistante qui est aussi ma meilleure amie, ça peut être ma mère, enfin ça va très loin là. Hein. Bon. Alors Ouais. on est dans quelle Oh, il y a zone une- là il y a On une est dans quelle préférence zone, ou là pas? Non, Moi, non, je non, vous dis il y a que vous pas êtes de dans le préférence. vrai. Vous êtes dans le vrai, Oh, Alexis. je suis Pour dans le vrai l'instant- dans l'une des trois en tout Oui, cas, c'est voilà, ça. Oh, voilà. mon Vous Dieu. êtes dans le vrai.
Vous n'avez pas l'air rassuré d'un coup, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je sais pas, je sais pas si c'est ma mère, mais ça va faire une belle séquence si c'est ma mère. Mais en alors, tout cas, c'est pas votre maman. Ça va, alors tout va bien. C'est pas votre donc, maman. je dirais que c'est soit Aïda, soit Stéphanie, alors. Ou Anna. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Attention, on retire le bandeau. C'est maintenant le moment, comme on dit, de la révélation. 1, 2, 3. Pour retirer le bandeau? Ouais, c'est parti. On y va. Olé! Oh là là. C'est donc votre meilleur ami. Voilà, comment ça va? Oh mon Dieu, ça aurait été tellement drôle. Ouais, donc, clair. Aïda, votre meilleure amie, vous travaillez aussi ensemble. Exactement. Où est-ce elle que est vous aussi êtes... auteure, elle Ouais. est aussi comédienne, elle fait plein de choses. Elle fait partie des gens dont je parlais quand je disais que voilà, je m'entoure de gens brillants et talentueux. Voilà. Donc Aïda, qui a sa nouvelle pièce, qui est mise en scène par Régis Vallée, qui m'a laissé un message tout à l'heure. Ça reste en famille. C'est très consanguin, c'est très consanguin. Alors, on part en vacances ensemble. C'est vrai, vous partez en vacances ensemble? Ouais, on va en Corse régulièrement chez Stéphanie Caillol, qui joue dans la pièce Edmond. Donc ça reste vraiment... Tout le monde reste avec Thomas. Ah, Aïda, puisque je vous ai sur ce plateau, forcément, j'en profite pour vous demander quelles sont ses principales qualités, Alexis? Sa principale qualité, puisque défauts, là, vous allez tout nous dire, vous êtes sa meilleure amie. Donc... Mais il y aura des faux aussi, il y aura des faux. On commence par les qualités, Aïda. Oh là là, il y en a Déjà, tellement. il est généreux parce qu'il vient de lui offrir un iPhone 5. Un iPhone. Oui. Mon téléphone ne marchait plus. Voilà, je viens d'acheter un nouveau téléphone et mon ancien téléphone est allé à Aïda Asgarzadeh. Voilà. Et vraiment, toute la journée, ça a été un bonheur de pouvoir envoyer des textos et des mails. Il vous a sauvé la vie quelque part, on peut le dire. Allons jusque-là. On peut dire que la générosité le qualifie. Et alors, défaut, allez-y, balancez un peu là. Maintenant, on y va. Défaut, puisque vous êtes là, il n'a le droit de rien dire. On va dire que le cumul de ces qualités peuvent agacer certaines personnes. C'est vrai? Ça, c'est gentil. C'est vraiment c'est trop facile. C'est un vrai faux défaut. Un vrai défaut. Il est têtu, il est tête en l'air, il a mauvais caractère. Non. Peut avoir, Il vous écoute beaucoup quand dans votre relation d'amitié, par exemple, quand vous avez un problème, vous l'appelez, il est là tout le temps, jour et nuit pour vous. Qu'est-ce que vous partagez ensemble? Votre amitié, elle est basée sur quoi? Autre chose aussi que le boulot? Il doit y avoir d'autres choses. Ouais, plein de choses, mais bon, tout quoi en fait. Non mais vraiment, c'est rare d'avoir des belles amitiés comme ça. Vos peines de cœur par exemple? Ah non, mais tout y passe, tout. Tout y passe. Vous l'avez pas dragué quand même? Non, justement. Non. Et pourtant, on est parti en vacances maintes fois ensemble. On a fait le GR20 ensemble. C'est pas vrai. Je pense que c'est ce qui a scellé notre amitié pour toujours. Mais peut-être aussi qui a évité. C'est ce qui a dénué notre rapport de tout rapport sexuel possible et imaginable. Parce que quand on a fait le GR20, on a vraiment, on a partagé toute intimité. On a déféqué pendant que l'autre était en train de prendre une douche. Enfin, c'est vraiment, on est dans des. Donc vous connaissez. Quand je disais vous connaissez très très bien, c'est que même dans l'intimité. Vraiment sur le GR20, je me vois là avec. Non, mais on va pas rentrer dans les. Non, on va pas rentrer dans les détails. En train de laver tes chaussettes. Ouais, c'est ça, on est là-dedans. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit bon. Là, on peut dire qu'on est vraiment ça va, mais plus sérieusement, dans le milieu professionnel, est-ce que, par exemple, Alexis vous donne des conseils aussi? C'est la première personne à qui j'envoie mes textes pour avoir des retours. C'est le premier que je veux voir, en fait, qui voit mes spectacles. Et inversement, etc., etc. Enfin, bon, voilà. Non, mais c'est chouette, quoi. Bon, après, ce serait Régis, je dirais exactement la même chose de Régis. Ce serait Paul, ce serait Olivier. On est vraiment un bon groupe. Ouais, voilà, on est un bon groupe. On est basé autour du 18e, 19e. On a nos cafés de prédilection. Oui, donc vous êtes vraiment en clan, vous ne vous quittez pas. Et donc vous travaillez ensemble, donc vous imaginez travailler encore longtemps ensemble. J'imagine qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin en amitié, donc il n'y a pas de fin. Je pense qu'à un moment, elle va être un peu occupée. Mais vous voyez, pour vous donner une idée, sa pièce est produite par Benjamin et moi et Régis. Et c'est dur de rentrer dans votre clan ou pas? Juste une question comme ça, parce qu'on a l'impression que c'est... Il suffit d'avoir les qualités nécessaires dont je vous parlais tout à l'heure et d'être dénué d'intérêt et d'être simplement... Enfin, d'être dénué, de ne pas être intéressé comme personne, d'être quelqu'un d'ouvert. Il y a beaucoup d'humains, évidemment, derrière ça. Et dans la vie perso et dans la vie pro. Si vous restez avec nous, Aïda, c'est bientôt la fin de cette émission. On a le plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci encore d'être venu faire cette petite surprise à Alexis. Est-ce que c'est ta première télé, Aïda? Écoute, c'est pas loin d'être ta première télé, non? C'est ça. Sympa. Génial. Bon, alors il nous reste encore une minute pour votre première télé sur ce plateau. C'est la promo sans fin, Alexis, parce qu'on va reparler d'Edmond. Pour finir cette émission, on y va. Alors, il ne revient toujours pas. Vous allez pouvoir aller prendre un café après, discuter. Alors, première phrase, on reparle d'Edmond, évidemment. Je commence une phrase, vous la terminez. C'est assez simple comme concept, c'est très rapide. L'intérêt de venir voir cette pièce, c'est
c'est que c'est pas cher. Non, Je vous rappelle. pas du tout. Ça peut être un argument aussi. C'est vachement bien. C'est pas cher. Non, c'est que c'est un vrai spectacle pendant 2 heures et que voilà, et que ça, il y a de la comédie, il y a de l'émotion, il y a 12 acteurs sur scène, c'est un vrai théâtre de troupe. Les musiques sont magnifiques, les costumes de Mario Redman sont superbes, les décors de Juliette Azopardi sont incroyables. Venez. Mais il a tout dit. La dernière, alors, je vous rappelle que le thème de la pièce, c'est... Il a tout fait en une phrase. Cyrano de Bergerac, l'amour, la vie, le couple, l'éphémère, la tentation de la tentation en général. Il y a le travail d'artiste. Le travail d'artiste, la vie d'artiste. Et il y a votre travail, évidemment. On vous souhaite plein de belles choses avec Edmond. Donc. Non-stop people, un max d'infos people, 24 heures sur 24. Un max d'événements. Un max de coulisses. Un max d'interviews